Les partisans de la politique politicienne sont prêts pour 2022. Introduction. L'année 2021 s'est déroulée dans le prolongement de celle de 2020, avec un affaiblissement des libertés individuelles, la manipulation des masses avec la peur pour mieux les contrôler et poursuivre la mise en place du grand gouvernement mondialiste annoncé par Klaus Schwab. La plus puissante banque d'affaires Goldman Sachs continue d'enrichir les milliardaires en appauvrissant les peuples avec la complicité des États et des politiciens. L'accès à la nourriture diminue sur une planète qui regorge de richesses. Le programme Zéro faim dans le monde pour 2030 semble remplacé par le projet d'extermination des peuples. La mortalité liée à la faim et aux maladies augmente chaque année alors que les connaissances scientifiques progressent. Il est prouvé que la maladie de Lyme, bactérienne, et la pandémie Covid-19, virale, sont des armes conçues en laboratoire. Les technologies médicales sont mises au service de la destruction. Les médias et Internet contrôlent et conditionnent les populations. Le pouvoir favorise les riches, augmente la pauvreté, fait régresser les libertés et tue les petits commerces pour favoriser la grande distribution. L'agriculture intensive et les élevages intensifs asphyxient toujours les consommateurs et les espaces terrestres et marins. La pollution augmente le réchauffement des climats, comme si le GIEC n'avait rien dit. L'asphyxie générale se rapproche. Le traité de Lisbonne et la Constitution française empêchent l'expression de la démocratie et verrouillent une dictature devenue invisible. La division des 7 candidats de gauche à la présidence française offre un boulevard pour la réélection du chouchou des Rothschild. Leur objectif inavoué est d'être élus à un mandat juteux de députés ou d'eurodéputés. Les peuples roulés dans la farine votent contre eux. La grande escroquerie politique qui soutient la mondialisation a du coup le vent en poupe. La nazification de la société ressemble à celle des années 30-40 qui préparaient la Seconde Guerre mondiale. Je crie au secours, un autre monde est possible. Des peuples dressés pour s'autodétruire. Les fausses démocraties occidentales poursuivent l'endettement des peuples en creusant les dettes publiques, comme le démontre la sombre histoire et le cours de la bourse des 20 dernières années de la plus puissante banque d'affaires Goldman Sachs, qui a vu son titre bondir avec le casse des subprimes en 2007-2008 et battre des records en 2020-2021. Le Coronafrique a mis la population un peu plus aux ordres du système conso-capitaliste avec la peur et la multiplication des conflits interpersonnels qui détruisent les liens sociaux et les capacités raisonnantes. Les laboratoires pharmaceutiques et la grande distribution ont amassé des milliards et la belle foire mensuelle de Saintes de plein air du premier lundi du mois a disparu. Nous vivons les dernières heures du Covid-19, du fait que, conformément aux annonces des épidémiologistes indépendants comme Mark Hamilton, un virus a une durée de nuisance sanitaire entre 18 et 24 mois, comme celui de la grippe espagnole. Rien d'étonnant que le variant Omicron, 24 mois après le début de la pandémie, présente un taux de mortalité beaucoup plus faible que les précédents. Nous ignorons les répercussions de la vaccination sur les personnes, considérant qu'il ne s'agit pas de réels vaccins. Les décès officiels imputés à la pandémie ne séparent pas ceux dus au vaccin. Les derniers chiffres, probablement sous-évalués des décès après la vaccination, est de 36 267 décès en Europe. J'ai réalisé avec les derniers chiffres accessibles et comparables une simulation de la mortalité mondiale en incluant la mortalité Covid-19 ramenée avec une règle de 3 au pourcentage de la population de 2008. Dans les autres cas, il faut probablement compter les accidents du travail avec 2,78 millions de morts, l'alcoolisme 3 millions de morts, les accidents ménagers très nombreux en Inde et au Pakistan, etc.
Ces derniers chiffres datent d'une étude de 2020 qui plaçait la pandémie Covid-19 à la 8e position des causes de mortalité sans la faim. La pandémie occupe la 10e place de mon étude, en incluant la faim qui a décimé 9,13 millions de personnes en 2008 et 10 millions en 2020. Les maladies non contagieuses, principalement dues à la pollution, au stress, à la malbouffe et aux malsoins, représentaient 44% des décès en 2019 et sont en progression selon l'OMS, mais la faim, qui n'est pas une maladie, n'apparaît pas sur le diagramme suivant alors qu'elle est de très loin la première cause de mortalité mondiale. Il est très inquiétant, dans un monde où les connaissances scientifiques progressent, de voir que la mortalité due à la faim progresse d'année en année. Vous ignorez ces informations parce que les médias n'ont plus le droit d'en parler et que les statistiques claires et exploitables sont devenues quasiment inaccessibles au grand public depuis que la faim progresse, alors que la FAO de l'ONU nous avait promis zéro faim en 2030. C'est ce qui explique mes difficultés à vous offrir des données récentes. Je vous invite à écouter l'interview de Jean Ziegler, ancien rapporteur de la FAO, paru sur YouTube en mars 2020. Un scientisme qui rappelle la barbarie nazie. La grande supercherie très inquiétante véhiculée par les grands médias aux ordres des mondialistes est qu'il y a trop de monde sur Terre, ce qui sous-entend clairement qu'il faut laisser faire l'humanicide qui se déroule. Beaucoup de personnes intoxiquées par les médias disent que celles et ceux qui meurent de faim l'ont choisi en s'incarnant pour vivre cette expérience. Ces propos incroyables et insoutenables rappellent la pensée nazie des années 30-40. Une grande mystification faite avec la prétendue science quantique qui sort du champ expérimental et ouvre la porte à toutes les manipulations mentales, mélangées à des notions de réincarnation et d'eschatologie, déroute beaucoup de personnes. J'ai vu se transformer autour de moi certaines de mes connaissances qui ont assisté à mes conférences sur la non-violence dans les années 2010, adopter des propos que je qualifie sans hésitation de nazis. Je suis aux premières loges pour attester qu'entre 2010 et 2020, divers agents ont diffusé via les médias, la presse et les réseaux sociaux de fausses informations et ont réussi à reprogrammer des intelligences. J'atteste que j'ai fait remarquer à ces personnes qui étaient des amis ou amies la dangerosité de leurs discours et que certaines d'entre elles m'ont fermé leurs portes après cette mise en garde. Il n'y a jamais eu autant de murs sur Terre pour diviser les peuples et entretenir la haine. L'espace Schengen se barricade et oppose des hommes armés à la pression migratoire consécutive aux crises, aux guerres et aux famines organisées. Les peuples des pays industrialisés, remplis de bons chrétiens et de laïcs qui pratiquent la solidarité, semblent lobotomisés. Les peuples occidentaux continuent de voter contre eux-mêmes. Tout continue comme si le GIEC n'avait rien dit. La capacité de portance de la Terre exprime la quantité d'êtres humains qu'elle peut porter. Elle varie selon plusieurs critères qui sont notre consommation mesurée avec l'empreinte écologique, la biocapacité disponible en réserve naturelle à notre disposition. Quand la dépense est supérieure à ce qui est disponible, l'humanité dégrade dangereusement l'environnement qui soutient sa présence sur Terre. L'empreinte écologique s'exprime en hectares globaux de surfaces bioproductives, qui sont les forêts, les prairies, l'eau marine, les fleuves, etc., et de ressources non renouvelables comme les minerais, le pétrole, le gaz, qui sont nécessaires pour produire tous les biens de consommation et absorber la pollution et les déchets produits. Elle s'exprime en hectares globaux pour une personne et en hectares globaux moyens par habitant pour un pays. L'empreinte écologique théorique d'un pays est calculée avec les comptes des dépenses nationales en ajoutant l'empreinte cumulée des importations et en soustrayant celle des exportations.
En 2016, un terrien moyen disposait de 1,73 hectares et dépensait 2,75 hectares. L'humanité disposait de 12,2 milliards hectares et dépensait 22,6 milliards hectares toujours globaux. Le déficit écologique par personne était de 1,02 hectares globaux par personne et de 10,4 milliards hectares globaux pour l'humanité entière. Global Footprint Network calcule la date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources terrestres renouvelables selon la méthode présentée précédemment. En 2020, il fallait 1 an à la Terre pour régénérer les ressources que l'humanité consomme en 7 mois. L'humanité consomme l'équivalent de 1,6 planètes Terre en 1 an à cause des pays industrialisés. Le déficit écologique global se creuse chaque année avec l'artificialisation des sols, la pollution industrielle, agricole, les transports thermiques, etc., qui réduisent la santé des populations et leur espérance de vie chaque année. Des solutions économiques existent pour mettre en place une économie soutenable par l'environnement, comme l'explique le Drawdown de Paul Hawkins, que je présente dans Solutions pour le climat et l'humanité, avec d'autres solutions, mais là encore, on assiste à l'omerta des médias. Notons que la forte réduction de l'activité économique mondiale en 2020, due à la pandémie Covid-19, a été bénéfique à la biocapacité globale du fait que les dépenses nationales ont été réduites avec l'activité économique, mais la leçon n'a pas été entendue par nos dirigeants. Le déficit global est reparti à la hausse en 2021. Mais il faut toujours se méfier de ce qu'on fait dire aux chiffres, loin de la réalité vivante. Le calcul de l'empreinte écologique par territoire donne des résultats surprenants, puisqu'un Français de Guyane possède une empreinte écologique de 2,34 hectares globaux et un Français de métropole de 5,14 hectares globaux. Cet écart est dû à la forêt amazonienne qui représente une biocapacité très supérieure à celle de la métropole. Les derniers peuples naturels autochtones, présents depuis des millions d'années dans la forêt amazonienne, qui ont une empreinte écologique négative, sont absents de ces statistiques. Ces peuples sont en cours d'extermination par les lobbies agroalimentaires qui détruisent les forêts alors que l'économie des pays développés est insoutenable sur la durée. Il faut retenir que chacun de nos achats ou de nos comportements est un acte pour ou contre la nature, l'humanité et les générations futures, pour ou contre l'asphyxie collective liée au réchauffement des climats. Consommer des produits locaux écologiques, textiles, matériaux, etc., certifiés agriculture biologique, AB, et des énergies renouvelables sans excès est l'essentiel pour préserver la biocapacité et notre santé. La nature et les climats sont perturbés. Les sols arables et l'eau potable dont nous dépendons se raréfient continuellement. La Terre et l'humanité saccagées. Nous avons vu que la capacité de portance de la Terre exprime le nombre d'êtres humains qu'elle peut porter en fonction de la biocapacité disponible. La superficie de la Terre était d'environ 51 milliards d'hectares, dont environ 12 milliards d'hectares bioproductifs terrestres et marins en 2009 et seulement 71,5 millions d'hectares terrestres gérés biologiquement en 2018, soit 0,6% des 12 milliards disponibles. Résultat, les surfaces cultivées biologiquement sont minoritaires et l'empoisonnement des terres avec les intrants chimiques diminue continuellement la capacité de portance de la terre et la santé humaine. Les déserts, sans les pôles arctiques et antarctiques, représentent 1,89 million d'hectares, qui pourraient nourrir environ 1 milliard de personnes supplémentaires, c'est-à-dire un total de 7 milliards d'êtres humains.
En mars 2020, la population mondiale était estimée à 7,8 milliards. L'abattage des forêts tropicales présente plus de dangers que d'avantages globaux. Ces forêts devraient être reconnues par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine de l'humanité, avec les dernières populations naturelles qui les habitent, idem pour les océans, où le phytoplancton est un capteur de gaz carbonique. La baisse de la population mondiale sans aucune violence est possible en annulant le gaspillage et les choix technologiques nocifs des pays industrialisés et en élevant raisonnablement le niveau de vie des pays pauvres. C'est à ce prix que les pays du Sud pourront maîtriser les naissances grâce à l'éducation et à la contraception. Il suffirait d'abandonner la surproduction et le gaspillage des ressources pour mieux les partager avec le Sud. Les pays industrialisés, principalement responsables du déficit global, doivent cesser de polluer et de gaspiller les ressources non renouvelables comme le pétrole et les minerais et adopter une économie circulaire décroissante. Une désintoxication des masses à la surconsommation et au gaspillage s'impose avec une redéfinition du bonheur qui dépend essentiellement des valeurs intérieures et non des biens matériels. C'est un comble, mais pas étonnant, d'apprendre que les grands laboratoires pharmaceutiques, plus soucieux de faire des profits que de soigner, ne publient pas leurs émissions polluantes. Selon une étude de Lotfi Belkir, ils auraient généré 52 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2015, soit 13% de plus que le secteur de l'automobile. L'agriculture biologique et une alimentation équilibrée éviteraient la pollution et le gaspillage des ressources et le réchauffement des climats qui bouleversent le cycle de l'eau, l'équilibre des sols et des écosystèmes. L'agriculture conventionnelle est le deuxième secteur le plus polluant après les transports, comme le montre le graphique. Les transports à moteur thermique cumulés représentent 30,9% des émissions polluantes et l'agriculture conventionnelle 19,4%. Ces deux secteurs totalisent 50,3% des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être facilement réduites sans rien changer à notre confort. Leur réduction améliorerait considérablement notre santé tout en diminuant la pollution liée à l'industrie pharmaceutique et bien plus si l'on se soignait avec des plantes et l'homéopathie qui emploie des doses infinitésimales de produits, idem si on cessait de consommer de la viande, l'élevage étant un grand émetteur de gaz à effet de serre. La moitié des intrants agricoles est perdue. Avant l'usage des engrais industriels, l'essentiel des apports azotés se faisait naturellement selon une fixation biologique grâce aux bactéries symbiotiques des légumineuses, des cultures ou des prairies et à l'absorption de l'azote atmosphérique par la photosynthèse. La figure suivante montre sur une échelle en millions de tonnes et une durée qui s'étend de 1882 à 2013 la somme des engrais azotés utilisés issus du pétrole en bleu clair, celle de la fertilisation biologique en bleu foncé, celle en provenance des rejets des animaux d'élevage en vert et celle d'origine atmosphérique en rose. L'utilisation des intrants azotés issus du pétrole et de l'industrie chimique commence après la fin de la guerre 14-18 et s'accélère après la guerre 39-45. La ligne rouge du graphique représente l'efficacité totale des engrais qui résultent des récoltes agricoles. En 2013, la moitié seulement des engrais industriels répandus dans les champs étaient récupérés sous forme de récoltes. Le reste était lessivé et allait polluer les fleuves et les océans. Ces informations, issues de la thèse de Souheil Arshawi, auraient fait plaisir à Rachel Carson, qui dénonçait en 1962, avec Printemps silencieux, les dangers des pesticides. Le déficit entre la quantité d'engrais chimiques déversés dans les champs et la production agricole récoltée
apparaît clairement à partir de 1970. La production agricole intensive représente la moitié des tonnes d'engrais industriels répandus dans les champs, alors que dans les années 1880, cet écart était proche de zéro. Conclusion, si nous étions restés avec des procédés agricoles naturels ou biologiques, les cultures n'émettraient aucun gaz à effet de serre. Nous baisserions de 19,4 nos émissions de gaz à effet de serre et de bien plus si la population devenait végétarienne. Une étude avance que l'agriculture biologique pourrait nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Reste à savoir quel niveau de vie nous réservons à cette population, comme je l'indique précédemment, et si les peuples sauront faire barrage à l'humanicide qui a commencé avec le projet de grand gouvernement mondialiste. Au final, tous les poisons disséminés par les industries à des fins de profits outranciers finissent dans vos poumons, votre estomac et votre sang et sont responsables de la maladie, de la dégénérescence de l'espèce humaine et de l'augmentation de la mortalité. Vous trouverez plus d'informations sur l'écologie et les climats dans Solutions pour le climat et l'humanité. L'escroquerie politique qui soutient le capitalisme et la mondialisation. La pandémie Covid-19 s'est inscrite dans une gestion capitaliste nuisible pour les populations qui sont tombées sous le diktat d'un État pillé par ses gestionnaires. Les gens ont du coup découvert l'indigence des services de santé français, insuffisance de places à l'hôpital, de personnel, de masques, de blouses, aucun test et toujours pas de vaccin. Mais lobotomisée par les médias, la majorité des gens a continué à obéir à ces spoliateurs et est prête à les réélire. En 2020, l'objectif de Macron n'était pas de protéger les gens face à la pandémie, mais de taire le mouvement des Gilets jaunes et maintenant de retarder les nouvelles contestations qui viennent de partout en période préélectorale. Il n'y avait pas d'argent pour donner des conditions de travail satisfaisantes aux enseignants, aux soignants, aux magistrats, etc., mais des milliards ont été distribués aux laboratoires pharmaceutiques pour acheter des prétendus vaccins qui ont tué des milliers de gens. Les libertés ont tellement régressé que des avocats et des experts regroupés dans le comité Corona s'emploient pour faire un procès aux responsables de la fausse pandémie Covid-19. Les médias étatiques et les milliardaires poussent en avant les droites extrêmes. L'objectif est de voir se reproduire un second tour Macron-Le Pen ou Zemmour pour une seconde victoire du chouchou des Rothschild en appelant les Françaises et les Français à un nouveau front républicain. Les 7 candidats de gauche à la présidence vont tous à la soupe, pas à la soupe populaire, je vous rassure. Comme leur division laisse un boulevard au tandem précédent, pas plus que ces derniers, ils ne se préoccupent des Françaises et des Français. Il n'existe plus de réchauffement climatique, de biodiversité et d'humanité en danger, de faim dans le monde, de sans-domicile, d'exploitation des travailleurs, etc. Certaines candidates et candidats sont animés de bonnes intentions, car ils ne comprennent pas toujours le système politique. D'autres, qui ont déjà goûté à la corruption, veulent être élus députés coûte que coûte pour percevoir les indemnités mensuelles mirobolantes et les avantages arrachés aux contribuables qui gagnent difficilement leur vie en travaillant. Car une fois installés aux affaires, beaucoup sombrent dans la corruption qui est devenue un sport national, comme je l'ai démontré dans mon livre Politeia. Il est donc nécessaire de faire les rappels suivants avec le diagramme paru dans Politeia et une remise à jour plus large où l'on peut mesurer les inégalités de traitement des élus. Suite à des difficultés budgétaires, les indemnités mensuelles ont été réduites le 1er janvier 2019, notamment pour nos parlementaires, mais celles du président de la République et des ministres ont été augmentées. Les députés n'ont aucune obligation de présence à l'Assemblée et quand ils y pointent leur nez, ils se retrouvent face au rouleau compresseur du gouvernement, de ses ordonnances et du 49.3 et de la majorité présidentielle à l'Assemblée.
confortablement installés, ils ne tenteront pas la motion de censure qui leur permettrait de faire tomber le gouvernement, parce qu'elle entraîne la dissolution de l'Assemblée. Et une fois l'Assemblée dissoute, ils doivent repasser devant les électrices et les électeurs. Merci de Gaulle, la place est trop belle. Il faut ajouter aux indemnités mensuelles des députés 385 000 euros d'indemnités représentatives de frais de mandat attribuées à chaque parlementaire sans qu'ils aient à justifier l'usage de cette somme. J'attends la réponse du service européen anticorruption Gréco pour savoir où en est cette affaire. De plus, un député a le bras long, c'est Byzance. La corruption généralisée rend le système indéboulonnable. Dans son livre Un président ne devrait pas dire ça, en 2016, l'ex-président Hollande, qui se présentait comme un président normal en 2012, accuse la justice française d'être une institution de lâcheté. Le premier magistrat de la Cour de cassation, M. Bertrand Louvel, a réagi dans ces termes. Ces outrances renouvelées à l'encontre du corps judiciaire posent un problème institutionnel. Il est plus que temps que le pays se saisisse de la question essentielle de la place dans les institutions de l'autorité judiciaire afin que celle-ci s'émancipe enfin de la tutelle de l'exécutif où la maintient une tradition monarchique d'un autre temps inadaptée à une démocratie moderne. C'est d'autant plus inquiétant que le président est le premier magistrat de la République et qu'il faut de tels incidents pour que la marque de fabrique de cette institution scélérate surgisse dans les médias. Tout continue en France comme si rien ne s'était passé et comme si nous n'avions rien entendu. Tant que l'institution judiciaire sera sous la coupe de l'exécutif, les politiciens corrompus pourront dormir tranquilles. Mais pourquoi donc Hollande n'a-t-il pas réformé la justice quand il était président? Est-il vraiment normal? Tant que les moutons se laisseront tondre, les candidates et les candidats se bousculeront à la porte du grand casino de la politique politicienne où on ne perd jamais. Mais ce n'est pas tout. C'est la Commission européenne qui possède le droit d'initiative législative et les directives européennes représentent 50 à 80%, selon les auteurs, du droit applicable obligatoirement dans tous les pays de l'Union européenne. Le chef d'État, les gouvernements et nos 577 députés se partagent les 20 à 50% du droit restant à écrire encadré par le traité liberticide de Lisbonne. Il faut rappeler que ce traité a été rejeté par référendum par les Françaises et les Français sous la forme du traité constitutionnel pour l'Europe, alors que la majorité des partis politiques le plébiscitaient. Il est réapparu en 2005 avec l'appellation Traité de Lisbonne et a été voté par le Parlement en 2007 en trahissant le peuple français. Quel parlementaire crapuleux ne rêve pas d'un mandat confortablement payé, où il n'a pas à écrire les lois et où il n'est même pas obligé de se présenter? Ce sont les lobbies au service des industriels et des financiers, qui sont 20 000 à Bruxelles, qui s'affairent à écrire les directives pour les commissaires européens. Les eurodéputés, sans plus d'obligation de résultat que nos députés, les votent sans plus. On râle, gesticule, manifeste dans les rues, mais rattrapé par la peur ou la séduction orchestrée par les sondages d'opinion truqués et le bourrage de crâne des médias, on rentre très vite dans les rangs des exploiteurs pour servir les politiciens véreux et les industriels, fabricants d'armes, fomenteurs de guerre, de coups d'État, organisateurs de crises financières, sanitaires, économiques, climatiques, de famine, d'abattoirs et la destruction de l'humanité programmée par les mondialistes. N'en avez-vous pas assez, Françaises et Français? Un autre monde est possible et je vais vous prouver que des solutions existent dans mon prochain billet. Je vous remercie pour votre attention.